Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est un plaisir de vous savoir nombreux. Oui, c'est une nouvelle année qui démarre, 2025 qui démarre bien pour moi, pour vous et pour tout le monde. Nous sommes en vie. Dieu merci parce que nous sommes en vie. Et pour moi, c'est aussi une occasion de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et voilà. Donc, c'est une première édition que nous lançons en 2025 pour faire le tour de l'actualité environnementale en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Et pour cette première édition, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau M. Patrick Kipalou, qui est directeur Afrique des RRI, Rights Resources Initiative. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour Alfred. Comment vous allez? Merci beaucoup, je vais très très bien. Merci de nous avoir sur votre plateau. Bonne année. Merci. Bonne année à vous et bonne année à tous ceux qui nous suivent, à tous les téléspectateurs de l'invité du week-end. Nous espérons par la grâce de Dieu que 2025 soit une année meilleure qu'avant, qu'avec Dieu nous puissions faire plus. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que nous allons faire les tours de l'actualité environnementale dans notre pays, en Afrique et aussi dans le monde, pourquoi pas. Parce que RRI, c'est une organisation qui s'investit de plus en plus en Afrique, surtout en République démocratique du Congo avec des projets. Alors on voudrait, avant d'aller dans le vif du sujet, comprendre un peu qu'est-ce qui a été fait en 2024 par votre organisation au niveau de l'Afrique, au niveau de la RDC, mais aussi au niveau de la planète tout entière. Merci beaucoup. Une très très grande question parce que les RRI, nous avons fait beaucoup en 2024 au niveau global, au niveau régional et en RDC en particulier. Ça sera très très difficile de pouvoir tout étaler ici en l'espace de quelques minutes, mais nous allons essayer. Les RRI, je peux dire l'initiative de droit et ressources, RRI est une organisation globale qui milite pour la sécurisation de droits fonciers et coutumiers des communautés autochtones et locales et des communautés afro-descendants. Nous avons des interventions en Asie, en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Et en Afrique, actuellement, nous travaillons dans 13 pays, y compris la RDC. Nous sommes une très grande coalition de plus de 200 organisations communautaires qui sont basées vraiment sur les terrains. Et la façon dont nous travaillons, c'est que nous nous appuyons sur les activités au niveau local, les actions au niveau local pour la production des analyses stratégiques qui aident au plaidoyer, mais aussi à la prise de décisions informées. Nous facilitons les rassemblements des acteurs multipartites afin de pouvoir discuter sur les questions foncières. Nous appuyons des activités innovatrices sur les terrains. L'année passée, nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir faire avancer les plaidoyers sur l'accès direct au fonds par les organisations des peuples autochtones et des communautés locales afin de pouvoir agir directement sur les terrains parce qu'aujourd'hui, il est prouvé que les communautés autochtones et locales sont des meilleurs gardiens de la forêt. Et si dans la crise des changements climatiques, la crise de la déforestation, la crise de la perte de la biodiversité, les bons acteurs, les acteurs les plus aguerris qui font des preuves et qui se montrent sur la face du monde entier, ce sont les communautés. Alors comment faire pour pouvoir faciliter un accès direct au fond à ces organisations, à ces acteurs clés de la conservation? Ça fait une très grande partie de notre plaidoyer au niveau des RRI, au niveau mondial, mais aussi en dehors de ça, l'implication du secteur privé dans les activités de la coalition au niveau mondial, c'est très très important et notre programme qui travaille sur l'engagement du secteur privé a été très très actif aussi au niveau global. Nous avons intervenu beaucoup dans les négociations au niveau international sur les cadres, les nouveaux cadres de la biodiversité. Ouais. Nous avons beaucoup fait des plaidoyers au niveau international pour la reconnaissance et du rôle et de droit des communautés dans ces travaux. Mais au niveau de l'Afrique particulièrement, je peux dire que notre travail a continué à se construire sur des efforts déjà fait depuis plusieurs années dans le passé, dans le sens de pouvoir
nous engager avec les institutions régionales qui travaillent sur les questions foncières, les questions de conservation, les questions de gestion de forêt, de gouvernance forestière, mais aussi les questions de biodiversité, des changements climatiques. En dehors de ça, nous avons continué l'engagement au niveau du pays, l'engagement au niveau national, d'abord pour des réformes progressives qui reconnaissent le droit des communautés sur leurs terres et leurs forêts coutumières. En dehors de ça, au niveau du terrain, nous avons engagé directement avec les communautés pour leur soutenir dans leur plaidoyer, pour leur soutenir à promouvoir des initiatives locales, de l'amélioration de la gouvernance forestière et foncière, des initiatives locales de conservation. L'année passée, nous avons soutenu la solidification d'un nouveau réseau qui est en train de se mettre en place au niveau régional en Afrique. Ça, c'est un réseau de communautés autochtones pour la conservation dans la région Afrique. En 2023, octobre de 2023, nous les avons soutenus pour organiser leur tout premier congrès africain. C'est un congrès de la conservation communautaire qui a réuni des représentants de près de 47 pays. Vous savez, tous les continents Afrique, nous avons 54 pays et dans ce congrès-là, on avait pu réunir des délégués venus de 47 pays. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et pendant cette congrès, ils ont pu réfléchir sur les meilleures stratégies et l'harmonisation des approches et des plaidoyers et des actions pour pouvoir promouvoir la conservation communautaire dans les continents africains, mais aussi faire en sorte qu'il y ait de lois, de politiques qui sont soutenues au niveau des États pour promouvoir et sécuriser les zones de conservation communautaire. En RDC particulièrement, je peux dire que nous avons beaucoup de chantiers en cours dans le domaine de la foresterie communautaire. Nous sommes engagés dans la réforme de l'aménagement du territoire où nous travaillons directement avec les ONG qui sont engagées avec la cellule de l'aménagement du territoire, mais aussi nous sommes impliqués directement dans la réforme foncière avec l'appui que nous apportons à la Commission nationale pour la réforme foncière, la CONAREF, au travers des membres de la coalition RRI ici en RDC. Nous appuyons beaucoup d'initiatives de foresterie communautaire pour d'abord la sécurisation des concessions de forêts des communautés locales, l'élaboration des plans de gestion simple de ces concessions, mais aussi la troisième phase de la foresterie communautaire qui est à faire avec l'exploitation des concessions, les investissements. Nous avons des concessions que nous avons soutenues qui se trouvent dans beaucoup de provinces à travers le pays. Mais est-ce que déjà au niveau des investissements, dont la troisième phase de la foresterie communautaire, vous intervenez déjà? Vous avez déjà injecté des moyens? Il y a par exemple quelques initiatives qui sont en cours dans la province du Kwilu. Qui sont déjà en train d'approcher la troisième phase des investissements avec des activités qui ont lieu à la reconstitution du couvert végétal, c'est-à-dire la restauration des écosystèmes, mais aussi des projets d'agroforesterie. Et là, vous avez déjà mis des moyens auprès des moyens déjà en cours et des projets qui fonctionnent depuis déjà l'année passée. Donc, c'est déjà en cours. Vous êtes quand même l'une des rares organisations qui met déjà des moyens dans cette phase-là. Parce que jusque-là, la majorité des CFCL sont encore à la deuxième étape. Ils attendent d'avoir des moyens pour aller à la troisième étape, mais vous y êtes déjà. Nous avons une initiative dans la communauté de Kingwaya, dans le territoire de Bulungu. Nous avons une autre initiative dans le groupement de Mbanza, toujours dans le territoire de Bulungu. Je pense que ce sont les deux initiatives où il y a déjà des petits projets de communautés qui font la reconstitution du couvert végétal, qui font l'agroforesterie. Et il y a des communautés de Kingwaya, par exemple, qui ont planté sur, je pense, 30 hectares ou 50 hectares des acacias combinés avec les maniocs et qui sont prêts à faire la récolte, je pense, dans les 2 mois qui arrivent ici. Donc, ce qui est déjà un très bon exemple à suivre. Mais avant ça, ils ont fait beaucoup d'autres récoltes. Déjà, ce n'est pas la seule. En dehors de ça, au niveau national, nous sommes en train de travailler avec la division de la conservation de la nature et les membres de la coalition dans une approche
d'engagement direct avec les parlements pour la révision de notre loi 014 sur la conservation de la nature, avec l'idée de pouvoir inclure dans cette loi des provisions qui reconnaissent le rôle et la place de la conservation communautaire, le rôle de communauté dans la conservation, et qui puissent aussi fournir une protection légale aux zones de conservation communautaire, aux zones qui sont conservées par les communautés, la reconnaissance du droit des communautés au consentement libre, préalable et informé dans la conservation. Donc c'est aussi un chantier qui est en cours au niveau national. Et là maintenant, nous sommes en train de lancer un nouveau projet qui est un très grand projet qui sera mis en œuvre pendant 3 ans dans 5 provinces, avec l'objectif majeur de pouvoir piloter les systèmes d'information foncière, qui est un outil important dans la nouvelle politique foncière de la RDC qui a été récemment beaucoup, hein? Merci voilà. beaucoup pour avoir détaillé toutes ces grandes réalisations. Les projets en cours, nous allons en parler très bientôt là. Mais par ailleurs, je voudrais d'abord savoir comment vous faites pour choisir vos alliés. Parce que vous travaillez avec, vous l'avez évoqué même dans votre speech tout à l'heure, vous travaillez avec des communautés à la base. Les communautés sont représentées soit par des organisations. Comment vous faites pour sélectionner vos alliés ou bien les organisations avec lesquelles vous travaillez? Nous n'avons pas vraiment des critères très difficiles. Nous travaillons avec les organisations qui sont concernées avec la mission de la coalition. Si vous êtes une organisation à la base et si la question de la sécurisation foncière vous intéresse, on peut travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Et en dehors de ça, je peux noter par exemple qu'il nous est arrivé de travailler avec les organisations communautaires qui n'avaient pas vraiment de capacités. Donc on a commencé avec eux très petits. Il y a beaucoup d'organisations à RDC ici que nous avons soutenues depuis le départ, au cas où, de telle manière qu'on les soutient même dans les processus de pouvoir s'établir légalement, avoir une reconnaissance légale, être légalement établi en RDC, même jusqu'à ouvrir pour la toute première fois un compte en banque et pour recevoir pour la toute première fois des fonds qui viennent du niveau international pour pouvoir mettre un projet sur le terrain. Nous avons fait ça avec beaucoup d'organisations des peuples autochtones. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, des communautés, qui savent ce qu'ils veulent. Ils peuvent ne pas avoir les capacités d'avoir un bureau en ville et tout ça. Mais depuis les villages là où ils sont, ils savent qui ils sont, ils savent quels sont leurs problèmes et ils savent comment faire pour pouvoir les résoudre. Mais seulement la difficulté, c'est qu'à cause du fait qu'ils ne sont pas légalement établis, ils ne savent pas comment jouer avec un papier Excel. Et puis bon, à cause de ça, ils sont disqualifiés, ils ne peuvent pas avoir les moyens financiers. Mais nous avons lancé un projet depuis un certain temps qui a accompagné même des communautés qui se trouvaient dans ces cas-là. Il y en a beaucoup ici en RDC que nous avons accompagnés à s'établir légalement. Et ces projets en cours, vous recrutez toujours? Parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Comment ils font pour choisir telle organisation? Nous aussi, nous avons notre ONG. Est-ce qu'on peut travailler avec RRI? La porte est ouverte. La porte est ouverte pour travailler avec toutes les organisations qui ont des problèmes de sécurisation foncière et qui ont besoin de soutien. Nous n'avons pas de préférence sur une organisation comparée à une autre. Tous ceux qui nous approchent, lorsque les moyens sont disponibles, parce que nous avons aussi des capacités limitées, lorsque les moyens sont disponibles, on travaille avec eux tous. Wow. Ouais. Voilà, je pense que vous n'allez pas revenir vers moi pour me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Le directeur Afrique vous dit que toutes les organisations sont les bienvenues. Donc, il suffit de présenter un bon projet. Et voilà. Si vous êtes dans la défense des droits fonciers des communautés, voilà, il y a une porte qui s'ouvre en 2025. Lorsque les moyens sont disponibles. Lorsque les moyens sont disponibles. Ça, c'est une évidence. Monsieur Patrick Kipalou, vous avez mis en œuvre des chantiers, parce que vous l'avez dit, nous avons des chantiers, plusieurs chantiers en RDC. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que ces chantiers ont apporté des résultats escomptés? Oui, beaucoup de chantiers sont en cours, mais je peux parler de quelques-uns. Par exemple, nous sommes en train d'appuyer les efforts du gouvernement congolais
pour pouvoir réaliser leurs objectifs de 30 par 30, c'est-à-dire de conservation de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques d'ici 2030. Et un des chantiers majeurs dans lesquels nous sommes engagés avec le gouvernement par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, c'est l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de conservation en dehors des aires protégées. Vous savez, par les objectifs 30 par 30, le gouvernement congolais a souscrit à pouvoir mettre sous régime de protection au moins 30% des espaces de nos terres pour la conservation des forêts et la biodiversité. Alors nous pensons qu'avec les efforts de conservation que nos communautés font déjà, il n'est pas nécessaire de pouvoir créer d'autres aires protégées classiques que nous avons déjà dans le pays. Nous savons en Afrique comment est-ce que la majorité de nos aires protégées ont été créées. Ça a été créé par l'expulsion des communautés de leurs terres traditionnelles, l'exclusion des communautés de leurs forêts et tout ça. Et il y a beaucoup de violations des droits humains qui se sont suivis et il y a beaucoup de conflits autour des aires protégées aujourd'hui. Pour éviter cela, mais aussi à cause du fait que les communautés ont montré qu'eux peuvent faire la conservation de la meilleure façon. Donc nous avons pensé que nous pouvons élargir les champs de la conservation en faisant la promotion des espaces qui sont conservés par les communautés. C'est pourquoi cette stratégie de conservation en dehors des aires protégées va essayer de promouvoir les efforts de conservation à l'extérieur de toutes les aires protégées que nous avons au travers du pays. Ça, c'est un projet, un chantier majeur qui est sous le leadership des RRI, mais bien sûr avec d'autres partenaires qui s'impliquent aussi. Donc ça, c'est un élément majeur. Mais aussi, j'ai parlé de la révision de la loi sur la conservation de la nature pour inclure les provisions qui peuvent donner de la protection légale aux aires de conservation communautaire, le droit au clip et tout ça. En dehors de ça, nous sommes en train de continuer maintenant avec le pilotage du système d'information foncière qui est une innovation majeure dans notre nouvel document de politique nationale. Nous avons lancé hier un nouveau projet qui va faire la mise en œuvre de ces CIF dans 5 provinces, les Kwilu, le Congo central, l'Équateur, le Sud-Ubangi et les provinces de la Chopo. Donc pendant 3 ans, nous allons travailler de façon très rapprochée avec la CONAREF et les organisations locales et les communautés sur le terrain pour pouvoir délimiter les espaces des communautés, pouvoir les cartographier de la bonne manière, produire les systèmes d'information foncière et de pouvoir les digitaliser, les mettre au niveau national, disponibles, récolter les leçons apprises, vulgariser ces leçons et trouver des moyens pour pouvoir étendre à l'échelle ces efforts qui seront faits dans 5 provinces afin de pouvoir couvrir les 26 provinces du pays. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Quels sont les critères qui ont présidé au choix de ces 5 provinces? Ça, c'est une très bonne question. Ces 5 provinces, d'abord parce que dans ces 5 provinces, nous avons des activités en cours qui sont déjà là, qui ont préparé les terrains. Donc ces projets viennent bâtir sur quelque chose qui existe. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons des contacts assez bons avec les administrations provinciales dans ces provinces. C'est très. Nous avons la confiance de la population, la confiance des autorités. Il y a la présence des organisations membres de la coalition RRI dans ces endroits. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont milité, mais aussi par le fait que toutes ces provinces sont un peu comme à l'ouest et un peu au nord. Mais il y a une initiative qui travaille sur les CIF qui est déjà à l'est, Nord Kivu, je pense, Sud Kivu, quelque chose dont nous avons dit, et Ituri, voilà, nous avons dit, donc nous prenons ces côtés ici, et dès que nous finissons, nous pouvons avoir la possibilité de pouvoir élargir au centre et au sud. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les CIF doivent s'intégrer dans tout ce qui est politique de gestion des terres, d'autant plus qu'il y a aussi d'autres initiatives qui existent, qui font presque le même travail de cartographie, ainsi de suite. Est-ce qu'en prenant comme socle les CIF, vous pensez qu'il y aura des données qui seront différentes des autres qui existent La politique, la gouvernance foncière, c'est la responsabilité du ministère des Affaires foncières.
c'est le ministère, en travaillant avec les autres secteurs au niveau national et tous les autres acteurs, nous a mis sur la table ces documents de politique de la nation sur les fonciers. Donc quand il s'agit du foncier, la politique de la RDC, elle est connue sous la gouvernance foncière et elle est bien représentée dans ces documents de politique. Et ces documents de politique tracent la ligne pour sécuriser le droit foncier coutumier des communautés. La méthode à suivre, c'est la mise en place du système d'information foncière. Donc tout ce qui existe à côté doit s'aligner sur ça, parce que c'est ça notre modèle, c'est ça notre politique nationale. Donc si je comprends bien, le projet que vous avez lancé hier va permettre à ce que toutes les initiatives parallèles qui existaient puissent s'incruster dans ce que vous allez faire avec les CIF? Exactement, parce que nous avons une seule administration foncière et nous avons une seule document, une seule politique foncière. Donc, tout ce que cette politique la demande de faire, quand il s'agit de la gouvernance foncière, on doit s'aligner. Parce que quand je pose cette question, je sais qu'il y a des initiatives comme foresterie communautaire qui ne dépendent pas du ministère des Affaires foncières, qui dépend plutôt du ministère de l'Environnement et Forêt et tout ça. Voilà, donc je ne pense pas que dans ces processus, il y a cette dimension foncière qui rentre avec les CIF. Hein. Non, vous avez totalement raison. Lorsque vous parlez de la foresterie communautaire, vous avez dit forêt, n'est-ce pas? La forêt, lorsqu'on est dans la foresterie communautaire, lorsque le gouverneur de la province signe un décret de concession des forêts de communauté locale à une communauté, ce que le gouverneur octroie, c'est la concession forestière, ce n'est pas la concession foncière. Parce que la forêt, elle est debout sur le sol, sur une terre. Et cette terre-là est gérée par la politique foncière. Donc, tout ce qui est fait dans le cadre de la foresterie communautaire va aussi être pris en compte dans la mise en œuvre du CIF. Exactement. Ah, ça c'est très bien. Alors, je voudrais quand même, c'est une question de curiosité, pourquoi RRI met un accent, un focus sur la sécurisation des droits fonciers et coutumiers? Merci beaucoup pour cette question-là. C'est parce que d'abord, nous croyons, basés sur les analyses scientifiques et les recherches scientifiques, que la sécurisation foncière est la clé pour réduire la pauvreté. Lorsque le droit foncier des communautés sont sécurisés, les communautés ont le pouvoir de décider sur leur autodétermination, sur leur propre modèle et chemin de développement. Il a été prouvé par des recherches les 5 dernières décennies que les terres où le droit foncier des communautés sont protégées, ces terres-là connaissent moins de déforestation. Ces terres-là emmagasinent beaucoup plus de carbone. Ces terres-là, la conservation de la biodiversité est meilleure. Et ces terres-là fournissent des moyens de subsistance à beaucoup plus de peuples, de personnes, que les terres qui sont gouvernées par d'autres secteurs. Donc lorsque vous sécurisez les droits fonciers coutumiers des communautés, vous leur donnez déjà un atout majeur pour pouvoir décider sur leur développement, leur modèle de développement, et vous leur donnez un atout majeur pour pouvoir réduire la pauvreté et vous faciliter le combat contre la déforestation, contre les changements climatiques, et vous soutenez les efforts de la préservation de la biodiversité. Alors, M. Patrick Kipalo, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission. En 2 minutes, quelles sont les activités génératrices de revenus qui sont prévues dans le cadre de ces projets, parce que le projet vise aussi à soutenir les moyens de subsistance des communautés. Est-ce que vous avez pensé à des activités? Oui, ça c'est une très bonne question. Il y a une composante majeure de ces projets qui aura à faire avec les renforcements des moyens de subsistance des communautés, mais ce n'est pas notre décision sur les activités spécifiques que cette composante va appuyer. Ces activités seront décidées ou discutées, décidées après des discussions sur le terrain, dépendant des contextes de chaque communauté. Qu'est-ce que la communauté a en présence? Quelle est la région? Quelles sont les ressources en présence et quelle est la priorité de la communauté? Ça sera aux communautés de pouvoir décider quel genre d'activité, des moyens de subsistance elles veulent mettre en œuvre, et nous ne ferons qu'appuyer. Super. Alors, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais vous dire merci pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Alfred pour m'avoir. Je sais que c'est la toute première émission de l'année 2025. Donc j'en profite pour vous dire bonne année. Merci. Et aussi dire bonne année à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup.